Alors, dans cet exposé, je vais essayer de couvrir différentes parties du traitement automatique des langues. Bruno a mis la pression tout à l'heure en annonçant des choses. Je vais essayer de brosser donc à grands traits les différentes étapes de traitement qu'on fait couramment en traitement automatique des langues, en donnant d'abord quelques idées des applications auxquelles ça peut servir dans le domaine de la santé. Il se trouve que oui, mon parcours est... En fait, j'ai été 20 ans à l'assistance publique hôpitaux de Paris, dans une unité INSERM et au CHU. Et puis maintenant au CNRS depuis 10 ans. Et mon domaine de recherche est ce traitement automatique des langues dont je vais vous parler, avec comme application principale la santé, donc la médecine principale. Alors, traitement automatique des langues, c'est un champ de recherche qui est à l'intersection d'abord principalement de l'informatique et de la linguistique, mais si on regarde d'un peu plus près, on voit qu'il y a un rapport très fort avec l'intelligence artificielle, dont le traitement automatique des langues, je peux dire que c'est une des branches, et puis qui elle-même est influencée par les sciences cognitives. Et puis l'intelligence artificielle et d'autres disciplines utilisent beaucoup de statistiques, et l'informatique actuelle aussi. Et actuellement, dans ce qu'on appelle le traitement automatique des langues, et ce que j'étends là aux technologies de la langue pour inclure la parole et encore d'autres choses, on utilise aussi beaucoup de statistiques. Donc il y a eu un virage il y a quelques années. Alors, je suis très embêté pour placer le traitement automatique des langues entre quanti, quali. D'abord, c'est une distinction qui est relativement nouvelle pour moi, même si elle sous-tend un certain nombre de choses qui sont dans le domaine. J'ai essayé de placer sur ce transparent les mots-clés que l'on reconnaît plutôt de notre côté. Alors d'abord du côté linguistique, bon, je ne suis pas linguiste, donc j'essaie de réinterpréter là. On distingue les gens qui font de la linguistique formelle, donc qui cherchent à vraiment formaliser les choses. Les gens qui font de la linguistique de corpus, qui considèrent que la source d'observation, ce sont les textes. Et puis ceux-là peuvent faire de la linguistique quantitative, ils vont compter des choses, effectivement, utiliser de la textométrie, de la lexicométrie. Certains linguistes aussi font de l'interprétation et donc sont résolument qualitatifs. Du côté du traitement automatique des langues, on a eu aussi différentes approches, différents paradigmes qui ont été utilisés. Un paradigme qui a prévalu jusqu'à il y a une dizaine d'années, c'était un paradigme que j'ai appelé ici catégorique. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont vraies et des choses qui sont fausses. Et quand on va par exemple décrire la grammaire d'une langue, on va dire, ben voilà, en français, une phrase se compose d'un sujet et d'un syntagme verbal. Le syntagme verbal se compose d'un verbe suivi d'un syntagme ou de ceci ou de cela, mais on doit donner exhaustivement tout ce qui est possible. Et si une phrase ne rentre pas tout à fait là-dedans, ben, elle n'est pas analysable. Et c'est tout. Alors, c'est évidemment très gênant. On préférait avoir des approches plutôt graduées, qui vont dire cette phrase ressemble bien à une phrase du français, et puis si on se débrouille bien, on arrivera à la faire rentrer à plus ou moins, peut-être en poussant un petit peu, dans un des modèles qu'on a. Et à ce moment-là, on passe donc à cette approche plutôt graduée, qui devient du coup quantitative parce que graduée, et pour laquelle les statistiques vont apporter une contribution importante. Donc là, depuis, je dirais, une quinzaine d'années dans ce domaine, les statistiques ont pris le dessus sont l'approche dominante. Et j'en reparlerai tout à l'heure. Alors, il faut encore opposer des approches qui sont plutôt formelles, donc qui cherchent à avoir une modélisation mathématique plutôt de ce que l'on fait, et puis des approches heuristiques qui disent bon, on pourrait faire comme ça, et on va voir si ça marche. Et les statistiques sont utilisées dans les deux cas. Du côté formel, il y a aussi des probabilités qui sont utilisées actuellement. Et puis toujours l'aspect logique. Donc on a différentes branches des mathématiques, plus ou moins appliquées, qui sont utilisées. Et du côté heuristique, eh bien, tout est bien sûr. Et, y compris l'utilisation de briques qui elles-mêmes sont mathématisées. Une dernière distinction importante, c'est, je reviendrai tout à l'heure, le traitement automatique des langues utilise beaucoup de connaissances sur la langue, connaissances sur le domaine que l'on cherche auquel on s'intéresse. Et ces connaissances sont traditionnellement des connaissances données par des humains, par des linguistes, par des informaticiens, par des modélisateurs. Et puis ces connaissances peuvent être aussi extraites plus ou moins automatiquement des données. En observant les données, on va faire remonter des connaissances, là aussi avec des a priori, avec bon, tout ce qu'on a dit jusqu'ici s'applique sur ce type de traitement. Des données qui seront souvent annotées, c'est-à-dire qu'on aura codé des choses, annotées par des humains, et on va essayer de se servir de ce codage pour en déduire des choses, pour créer des connaissances qui seront utilisées ensuite par d'autres programmes de traitement automatique des langues, qui effectueront des tâches dont je vais parler.
Alors, un autre virage important du domaine, c'est le passage à un paradigme d'évaluation expérimentale. Là où, je sais pas, il y a 20 ans, on pouvait dire, ben voilà, j'ai mis au point un système d'analyse du français et je vous montre sur 5 exemples très difficiles qui fait mieux que les précédents ou qui fait des choses très intéressantes. Maintenant, ça, on ne peut plus jamais dire ça. Maintenant, dans un article, il faut qu'il y ait une partie expérimentale dans laquelle on va appliquer les méthodes qu'on a mises au point, on va les implémenter dans le programme, on va les appliquer à des corpus plus ou moins grands, plus ou moins variés, et on pourra dire, ben voilà, cette méthode, sur ce corpus-là, elle marche mieux que telle autre méthode. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle est meilleure en général. De nouveau, on a éventuellement un biais de sélection du corpus. Mais c'est le paradigme essentiel maintenant. Et on a une notion qu'on appelle les campagnes d'évaluation, en anglais des challenges, des shared tasks. Le principe, ça pourrait s'apparenter à un défi. Je peux vous dire, ben voilà, j'ai cet ensemble de textes. La tâche, c'est de dire, par exemple, pour chacun des modèles de ces textes, si c'est un nom, un verbe, un adjectif, etc. Dans ce qu'on appelle l'étiquetage morphosyntaxique. Je mets à disposition de qui veut un certain nombre de textes dans lesquels j'ai annoté chaque mot, ou j'ai demandé à des gens d'annoter chaque mot, j'ai vérifié la notation. Et tous ceux qui veulent participer à cette campagne d'évaluation vont mettre au point un système qui va réaliser cette tâche. Et puis, au 1er novembre prochain, vous devez avoir figé vos systèmes. Tous ceux qui participent ont figé leur système. On n'a plus le droit d'y toucher. Et je vous mets à disposition maintenant un nouveau jeu de texte. Et vous avez, 2 jours pour me renvoyer les résultats de vos systèmes sans les avoir touchés. Moi, ces jeux de texte, j'ai préparé à l'avance les résultats attendus. Je vais comparer automatiquement, calculer des rappels, des précisions, etc. Et ça permettra de voir quel est l'état de l'art actuellement sur ce type de tâche. Donc jusqu'à quel niveau de qualité on arrive. Et puis ça permettra de comparer de façon équitable tous les systèmes qui ont bien voulu se mettre au point sur ce corpus, sur un jeu de données partagé. Et puis typiquement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un atelier comme celui-ci, où les équipes qui ont participé se réunissent, expliquent les méthodes qu'elles ont employées, et voilà. Donc on a dans ce cadre-là des partages de données, qui ne sont pas toujours faciles, surtout si on travaille sur des données médicales, des partages de logiciels plus ou moins fréquents, mais qui sont de plus en plus fréquents. Donc ça, c'est un point très très important qui a aussi changé la donne du domaine. C'est que de plus en plus de briques de base de traitement automatique des langues sont disponibles en ligne, on peut les télécharger. Éventuellement sont disponibles après avoir signé un accord de mise à disposition. Certains sont disponibles de façon payante, mais de plus en plus, et une très grande majorité maintenant, sont disponibles de façon gratuite et sur étagère, enfin directement on va les chercher. Et là, si tout à l'heure j'ai besoin de tester quelque chose, ben, je vais le télécharger, je le teste, et voilà. Donc ça, c'est vraiment, ça a changé les choses aussi bien pour les chercheurs que pour les entreprises. Il y a énormément de PME qui se sont créées parce qu'elles avaient accès à ces logiciels libres et parce qu'elles pouvaient les utiliser ensuite pour faire de l'argent. Le dernier point que j'ai indiqué ici, c'est une préoccupation de reproductibilité des résultats qui est générale en ce moment. On se pose aussi, et même avec ces paradigmes expérimentaux, ça reste difficile, de faire en sorte que quelqu'un d'autre puisse reproduire les résultats que vous publiez. Entre autres pour les questions de, entre guillemets, c'est quoi, data management, que tu citais tout à l'heure, que nous on appelle préparation des données, pré-traitement. Et puis, le diable est dans les détails, on peut publier un algorithme, mais son implémentation va peut-être varier selon des petits détails qui à la fin, feront des différences importantes. D'où l'importance de mettre à disposition aussi les logiciels qui rendent les choses plus reproductibles. J'ai noté quelques sources là, le livre est téléchargeable. Alors, la santé dans tout ça, puisqu'on est dans un atelier sur l'application au domaine de la santé. La santé produit des textes, et on est revenu souvent sur ces types de textes. Je vais parler de quelques-uns d'entre eux, les 3 premiers, des dossiers de patients, ce que les patients écrivent sur les forums de santé, il y a un cas particulier sur lequel il se trouve qu'on a travaillé récemment, des certificats de décès. Mais il y en a bien d'autres. Là, sur ce transparent, je parle de ce que je rappellerai les sources de données, puis j'ai un transparent un peu plus loin sur lequel je parle de sources de connaissances, et que je passerai rapidement. Donc voilà l'exemple de texte, alors c'est pas un vrai bien sûr, donc, aucun des textes de compte rendu hospitalier que je vais vous montrer ne sont des vrais textes, c'est des textes refabriqués de façon très plausible. Et dans ce texte, il se trouve qu'il y a des prescriptions médicamenteuses, et ce serait intéressant de pouvoir les récupérer et de les mettre dans une table, dans une base de données. Donc en gros, on voudrait faire ce qui est là en bas,
Et pour le faire, il faut repérer dans le texte les endroits où on a des médicaments, les doses, les fréquences, etc. Donc voilà, ça c'est typiquement une tâche qu'on fait en traitement automatique des langues, c'est ce qu'on appelle de l'extraction d'informations. Et vous voyez, ce n'est pas juste le comptage de mots, là on va repérer certains mots particuliers, voire certaines expressions, éventuellement les relations qu'ont ces mots entre eux, et puis alors soit le surligner dans les textes de façon automatique, soit le sortir dans une table, qui ensuite peut être utilisée pour d'autres applications. Un autre exemple, je disais, je ne peux pas vous montrer des vrais textes, il faut entre autres qu'ils soient anonymisés. Et là, les exemples que je vous montre là, c'est les résultats d'un programme qui est fait par Cyril Groin dans notre équipe, et qui, à partir du texte initial, alors de nouveau l'exemple est un faux, par contre les résultats sont les résultats exacts du système, où on va chercher tout ce qui pourrait être identifiant dans un texte. Alors c'est bien sûr les noms propres, ici M. Jean Dupont, les dates, la date à laquelle il a été vu, il a été hospitalisé, le nom du praticien là en bas, le docteur Gustave Ledevant, etc. etc. Et les surlignages qui sont là sont produits automatiquement, donc ça veut dire qu'on a repéré ces informations, et puis ensuite, une fois qu'on a repéré ces informations, par exemple, on peut très bien dire, là où il y avait écrit Jean Dumont, eh bien on va remplacer ce prénom et ce nom par des prénoms et noms tirés aléatoirement, en respectant le genre. Pareil pour le nom du médecin ici, qui a été remplacé par un nom imaginaire. Et puis, on peut très bien, vous voyez qu'on était le 20 novembre, on peut très bien changer les dates. Alors, changer les dates, ça va changer l'information du texte. On essaie de les changer en gardant les rapports et les distances entre dates. Autre exemple, ce qu'écrivent les patients sur des forums. Donc j'ai pris un exemple particulier ici. Celui qui est là se trouve être très bien écrit. En général, c'est moins bien écrit. Et ce qu'on va faire, pareillement, c'est essayer de repérer dans ces textes, par exemple, les médicaments, les effets secondaires qui sont mentionnés. Et donc là, on va avoir ici un médicament qui repère. Alors, ce n'est pas le même texte. J'avais des exemples tout près, je les ai repris. La dose du médicament. Et puis ici, voilà, fatigue, baisse de concentration, coloration jaune intense de l'urine, tout ça est intéressant à repérer et puis éventuellement ensuite à mettre en rapport avec le médicament. Ce qui est plus difficile, c'est de repérer dans ce texte que ces choses-là sont des effets de ce médicament et que ce n'est pas, par exemple, la raison pour laquelle le patient a pris le médicament. Certificat de décès, c'est un travail qui est en cours actuellement. Donc vous savez que les certificats de décès sont codés en France par le CEPIDC. Et donc, un certificat de décès est écrit par un médecin, et il va écrire les différents diagnostics qui ont mené au décès, envoyer des exemples, et puis le CEPIDC fait remonter à l'OMS, au ministère de la Santé, les codes de la classification internationale des maladies qui décrivent ces diagnostics. C'est fait actuellement manuellement avec une aide partielle informatique, et là ce qu'on est en train de regarder, c'est si on peut automatiser entièrement ou largement, en tout cas faire des propositions de code Simlis pour ces termes. Alors, les premiers exemples ici sont très faciles, c'est quasiment le libellé standard du code dans la classification internationale des maladies. Les autres sont plus compliqués. Déjà ici, par exemple, on a deux codes. On a d'un côté l'arrêt cardio-respiratoire et d'un autre côté l'hypocémie. On va avoir des codes correspondants. Et puis même un arrêt cardio-respiratoire se code différemment selon le contexte. Et ici, on peut avoir des séries de codes, enfin des séries de libellés, qui se convertissent plus ou moins bien en code Simlis. Donc là, il y a des travaux en cours là-dessus. Il y a même eu justement une campagne d'évaluation dans laquelle ces données ont été mises à disposition d'un certain nombre d'équipes qui ont essayé de faire de leur mieux pour coder ces déclarations. Alors je disais que je parlerais aussi de sources de connaissances. Ce que je mets là-dedans, c'est par exemple les articles scientifiques. Bruno a donné un exemple tout à l'heure, en prenant les résumés des articles, et puis on peut essayer de faire quelque chose avec. De nouveau, nous, ce qu'on cherche à faire avec ça, c'est pas juste chercher les mots qu'il y a dedans, mais c'est extraire des informations plus ciblées, comme, de nouveau, les diagnostics, signes, symptômes, les traitements, les lieux où les choses se passent, etc. Et d'autres types de sources de connaissances pourraient être les manuels de cours, des recommandations pour la pratique, etc. Alors, qu'est-ce qu'on fait en traitement automatique des langues ? En linguistique, comme un traitement automatique des langues, on a l'habitude de diviser les traitements en plusieurs paliers. En général 4, mais bon, ensuite ça se subdivise. Au premier niveau, on a le palier lexical, où on va s'intéresser aux mots qui sont présents dans un texte. Bon, juste avant ça, éventuellement, si on vient de la parole, il faut
trouver les phonèmes, etc. Si on vient de l'écriture manuscrite, il y a encore d'autres choses. Et voilà, donc définir des unités minimales, typiquement les mots, on utilise les dictionnaires. Je vais revenir à tout ça ensuite. Ensuite, on a donc des séquences de mots, typiquement des phrases, et on va se demander quels mots fonctionnent ensemble, en gros, où est le sujet, le verbe, etc. Et puis, une fois qu'on a fait tout ça, ou même avant, on va s'intéresser au sens de tout ça. Et là, la grosse question, c'est qu'est-ce que le sens, comment est-ce qu'on le représente, et on ne sait pas mieux que les autres. Donc on reste embêté avec ça, mais on essaye d'avoir des représentations plus ou moins formelles ou plus ou moins heuristiques, qui permettent au final, autant que possible, de mettre en place des traitements dont les résultats sont un peu les mêmes que ceux que feraient des humains. Donc c'est un petit peu ça, globalement, notre point de vue, notre approche, c'est le traitement automatique des langues cherche à traiter les textes pour réaliser des tâches un peu de la même façon, avec des résultats similaires à ceux qu'obtiendraient les humains. Pas nécessairement de la même façon, de façon interne, mais avec, si autant que possible, les mêmes résultats. Et puis, une fois qu'on a éventuellement un sens isolé, on cherche à mettre ce sens en contexte, dans le contexte d'une situation ou d'un texte plus grand, de connaissances a priori. Alors, je vais entrer dans ces différentes parties. Si on peut schématiser ce qui se passe dans toutes ces parties, c'est que ce qu'on fait en traitement automatique des langues, c'est qu'on découpe des choses un peu grandes en unités plus petites. On essaie de donner des catégories à ces unités. Et puis, alors quelquefois les catégories sont très grandes. Hein. Je crois que c'est aussi Bono qui a dit, par exemple, les catégories, ça peut être les mots de la langue. Donc, si on est en français, on a quelque chose comme typiquement 300 000 formes, une centaine de milliers de mots. Ça, c'est les mots simples. Et puis, si on prend les mots composés, on a plusieurs centaines de milliers. Si on prend le domaine médical, typiquement, on a quelques millions de concepts, donc avec des termes associés. Et puis, on cherche à mettre en relation ces unités, pour voir aussi bien au niveau syntaxique que sémantique. Alors, premier niveau, on a un texte, et puis ce texte, en général, est formé de phrases. Ça a l'air d'être une tâche toute simple, on découpe en phrases, mais les marqueurs de fin de phrase ne sont pas toujours non ambigus. Et puis on va découper en mots, et alors l'exemple que je mets là n'est pas tiré du texte, pomme de terre. Voilà, c'est l'exemple typique d'un... Bon, une pomme de terre, c'est pas une pomme, c'est pas de la terre. Et si on compte le nombre de mots dans le texte, on va trouver beaucoup de pommes et on trouvera des choses comme montré Bono tout à l'heure aussi, où il y avait un mot qui était en fait associé à un autre, et c'est en ayant l'expression complète qu'on arrive à interpréter. Donc ça peut être pratique de pouvoir d'emblée découper les mots, le texte en mots, en termes polylexicaux, donc des mots à plusieurs mots composés, comme celui-ci. Par contre, si on a s'interroge, s'apostrophe interroge, c'est le verbe interroger, alors s'interroger, en tout cas, c'est deux mots séparés. Et puis Jean-Pierre, bon, je ne sais pas si c'est un mot ou deux mots, plutôt un. Rendez-vous, ça dépend du contexte. J'ai pris rendez-vous, c'en est un seul. Rendez-vous à tout à l'heure. Rendez-vous à la gare de... etc. Là, c'est je veux que vous vous rendiez, et c'est deux mots. Et puis le téléphone, ce serait mieux que ce soit un seul mot. Alors, comment est-ce qu'on fait tout ça? Par exemple, comment est-ce qu'on découpe en phrases? Là, je fais un aparté sur la façon dont on procède généralement pour créer des programmes en traitement automatique des langues. En général, un programme d'analyse de texte se décompose en une sorte de moteur qui contient les fameux algorithmes, donc la recette de cuisine qui va enchaîner les traitements pour arriver au résultat. Mais ce moteur, en général, c'est une coquille vide. Et il utilise des connaissances qu'on lui fournit, par exemple un lexique sur la langue, par exemple des règles de grammaire. Voilà, et ces connaissances, qu'on appelle aussi des ressources dans le domaine, des ressources linguistiques, des ressources langagières, en général, traditionnellement, elles proviennent d'un expert, donc d'un linguiste ou d'un linguiste computationnel, d'un traiteur automatique de langue qui s'est penché sur le domaine et qui a mis au point à la main un certain nombre d'informations, de connaissances. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est passé depuis quelque temps à un paradigme dans lequel on va essayer d'obtenir automatiquement ces ressources, ces connaissances, par l'analyse automatique de grands corpus de texte, ou en tout cas de sources qui sont à même, éventuellement, de nous donner ces connaissances de façon plus ou moins fiable. Voilà, et on va retrouver cette opposition entre méthodes à base de connaissances qu'on pourrait appeler expertes, par exemple, donc voilà, des lexiques, des grammaires, un inventaire de relations sémantiques qu'on connaît a priori entre les mots, par exemple une table est une sorte de mobilier, un pied peut être une partie d'une table, tout ça c'est des choses qu'on pourrait avoir a priori.
Ces connaissances peuvent être recensées alors, dans des grandes terminologies ou dans la version formalisée des terminologies qu'on appelle les ontologies, dans des modèles de domaine. Et puis, d'un autre côté, on peut chercher à exploiter des grands corpus et puis à utiliser des méthodes automatiques, souvent d'apprentissage supervisé, c'est-à-dire qu'on va donner des textes et puis les solutions attendues, puis on va souligner la régression logistique, d'autres outils comme ça, qui permettent de reproduire, de prédire finalement des résultats à partir de données, à partir d'exemples qui contiennent des solutions. Et puis aussi des méthodes peu supervisées ou non supervisées, qui cherchent plus à deviner les choses à partir de masses de données. Alors les questions associées à cette opposition, c'est qu'est-ce qu'on a intérêt à faire entre les deux, en sachant que si on veut des données, si on veut des connaissances qui sont données par des humains, mais il faut avoir du temps d'humain, il faut que l'humain soit compétent. Et c'est pas toujours facile, on en trouve peu. Par exemple, quelqu'un qui est à la fois compétent en médecine et en linguistique, on ne court pas les rues. Et puis inversement, oui, et si on veut des corpus annotés, donc si on veut mettre en place de l'apprentissage supervisé, il faut aussi des humains qui vont annoter les textes. Alors c'est en général un peu moins difficile, parce qu'il y a besoin de moins de connaissances linguistiques, mais ça reste pas simple. Et puis il faut aussi vérifier qu'on s'est bien mis d'accord sur ce qu'on voulait coder. Et on retombe sur les questions de guide d'annotation, de mesure d'accord interannotateur. Et on cherche à voir l'influence de tout ça sur la qualité des résultats qu'on obtient. On passe par des méthodes plutôt manuelles avec des connaissances humaines, ou par des méthodes par apprentissage supervisé qui reposent au départ en général aussi sur des connaissances humaines, mais d'une autre façon. Alors je reviens à mes moutons. Comment est-ce qu'on fait pour segmenter en phrases? J'ai mis, alors vous lisez le texte ici, M. Dumont reviendra le 3 mai 2012 pour contrôler ses enfants, etc., etc. Nous, on voit bien que j'ai souligné en double ici que ce point-là, c'est un point de fin de phrase, et puis ici aussi, un point de fin de phrase. Et puis j'ai souligné avec une petite vague les points qui ne sont pas des points de fin de phrase. Et la question, c'est comment est-ce qu'on distingue les deux, les points de fin de phrase et les points qui ne sont pas de fin de phrase. Le plus simple, c'est de regarder juste autour, de regarder le contexte, et on va voir, voilà les contextes des points de ce texte. Monsieur Dumont, contrôle.c, données.docteur, docteur.gustave, tel point 01. Et si on regarde ça à la main, on va peut-être se dire, ben voilà, devant, on a monsieur, on a docteur, tout ça c'est des abréviations connues. Donc je fais une liste d'abréviations, et je sais que derrière une abréviation comme ça, je peux avoir un point qui n'est pas une fin de phrase. Il ne faut pas que j'oublie que téléphone, ça s'abrège comme ça. Et là, on a utilisé, par exemple, pour segmenter les phrases dans ce texte, un système, je ne sais plus si, je n'ai pas mis le résultat, mais un système qui était à base de règles et qui avait oublié que téléphone pouvait faire partie de cette liste. Du coup, il s'est tombé là-dessus. L'autre façon de faire, c'est d'utiliser un système par apprentissage. Et donc, on va lui présenter tous ces exemples-là. Un point précédé de M suivi de Dumont, un point précédé de contrôle suivi de C, etc. Et puis, on va lui donner un peu tous les indices dont on pense qu'il faudrait qu'il se serve. Typiquement, le fait qu'un mot commence par une majuscule ou pas, la longueur du mot, le fait qu'il contienne des chiffres, etc. Le fait qu'il contienne des ponctuations. Et avec le nombre d'exemples qui sont positifs et le nombre d'exemples négatifs, et au vu des différents indices, les différentes méthodes qu'on peut employer, qui sont aussi bien des classifieurs bayésiens que de la régression logistique, des arbres de décision, etc., vont mettre au point un modèle qui pourra s'appliquer ensuite à de nouveaux textes et qui en général donnera la bonne solution. Alors en général, pour les frontières de phrases, on a des taux très très élevés, de l'ordre de, je sais pas, peut-être 95% et plus de phrases bien segmentées. Pour d'autres tâches, c'est plus difficile et les taux de réussite sont plus faibles. Comment est-ce qu'on fait ça à la main? Je vous disais, on écrit des règles. Voilà une façon de décrire de façon assez aboutie la segmentation en phrases en français. Alors, je ne vais pas grossir et passer tous les détails, mais en gros, ici on a un automate à état fini, donc un transducteur à état fini, donc qui est un graphe qui nous indique les chemins que l'on peut parcourir quand on trouve des mots dans un texte, y compris des ponctuations. Et si on passe par un certain chemin, éventuellement, il y a des annotations ici, comme celle qui est là, qui nous dit ici j'ai une frontière de phrase. Et là, si je prends le premier chemin ici, il nous dit ici j'ai un point ou un point d'interrogation, un point d'exclamation, etc. Qui est suivi d'un mot qui commence par une majuscule, ou un nom, ou quelque chose comme ça. Et bien voilà, je peux
absorber ce segment de phrase. Et ici, j'ai une annotation qui nous dit entre le point et le mot qui suit, j'ai une marque qu'il faut mettre qui dit on segmente en phrase ici. Puis il y a d'autres chemins qui disent non, non. Dans d'autres situations, par exemple, si j'ai une lettre majuscule suivie d'un point, suivie d'un mot qui commence par des majuscules, comme Monsieur J. Point Dupont, et bien là, c'est pas une frontière de phrase. Et on continue. Voilà, et puis il y a des choses assez complexes à mettre, comme par exemple A. Point Dupont, si c'est Durand a pris de la vitamine A, point Dupont a pris de la vitamine B. A. Point Dupont, c'est pas un prénom, un nom, c'est la vitamine A. Et il faut connaître le mot vitamine A pour éliminer ces problèmes. Voilà, ça c'est la méthode par apprentissage statistique que j'ai fait tout à l'heure. Au niveau lexical, on fait beaucoup de choses donc, qui correspondent beaucoup à ce qui a été déjà dit, donc je vais passer rapidement. On cherche à trouver les variantes de mots, donc les mots fléchis, les mots dérivés. Par exemple, trouver que, je viens juste après, voilà, que abdominaux peut se normaliser en abdominal. Et ça se fait aussi bien par des méthodes qui utilisent des connaissances linguistiques et qui sont des méthodes exactes, que par des méthodes qui sont des méthodes qui utilisent des connaissances linguistiques et qui sont des méthodes approchées, que par des méthodes qui utilisent des heuristiques, donc pas de connaissances linguistiques réelles, et qui marchent de façon approchée. Passer de abdominal à abdomen, par exemple les raciniseurs approchés le font moins bien. Typiquement, ils vont couper abdomen et ils ne seront pas très liés avec abdomen. Donc là, il y a besoin soit d'améliorer ces algorithmes, soit d'avoir des connaissances linguistiques. Et passer de gastro-pleural à estomac plus plaie, ça aucun raciniseur ne fait. Par contre, si vous allez voir le système qui s'appelle DERIF, lui, il fait ça. C'est un système à base de connaissances linguistiques et il a une longue liste des composés savants qui sont utilisés en domaine médical et des règles de composition qu'on peut employer pour les composer. Voilà, les abréviations, c'est très embêtant aussi. Certaines sont recensées, on peut avoir des grandes tables d'abréviations, mais elles peuvent être ambiguës, et à ce moment-là, il faut savoir les désambiguïser en contexte. Et puis, il y a souvent aussi, en particulier dans les articles scientifiques, des abréviations qui sont introduites localement dans un texte. Ça, c'est pratique aussi, parce que typiquement, on a IVG entre parenthèses, insuffisance volontaire de grossesse. On a ça au début du texte, et dans le reste du texte, on sait que c'est ça que ça veut dire. Dans les comptes rendus cliniques, c'est jamais le cas. Et donc, il y aura des tas d'abréviations qui sont éventuellement locales et qui ne sont pas des chiffres, qui sont difficiles à déchiffrer. Correction orthographique, voilà, par exemple l'infarctus du myocarde, le fameux infarctus du myocarde qui revient souvent. C'est un problème très général aussi. On peut le traiter jusqu'à un certain point. Il existe des méthodes qui comparent les mots, qui cherchent la distance minimale entre deux mots. Il existe d'autres méthodes qui découpent les mots en séquences de 2 caractères, 3 caractères, et ensuite qui vont comparer ces paquets, ces sacs de séquences de caractères. Et donc, par exemple, si on découpe infarctus et infarctus, on va voir qu'un infarctus contient INF, contient actus, etc. Enfin, act, CTU, TUS, et on va avoir beaucoup de sous-chaînes de caractères en commun entre ces deux mots. Et ça permet de façon assez rapide de trouver des mots approchants. Par contre, en contexte, on peut avoir encore des ambiguïtés, et il faut en général prendre en compte les mots qu'il y a avant, les mots qu'il y a après, pour savoir quelle est la bonne correction. Alors, ce qu'on appelle des modèles de langue qui permettent de calculer la probabilité d'une séquence de mots sont des outils très pratiques pour faire ça, pour savoir qu'un mot est plus probable derrière un autre. Donc, si on a plusieurs mots correcteurs, c'est le plus probable dans le contexte où vous êtes. Alors, au niveau syntaxique, première étape, quelle est la catégorie syntaxique de chaque mot? Alors, là, c'est des résultats réels ici. Donc, j'ai pris un texte qui allait avec cet atelier. Voilà, the French National Institute of Health and Medical Research, INSERM is a public scientific and technological institute which operates under, etc. Donc, présentation générale INSERM. Every year since 1987, INSERM organized events called INSERM workshops, which are high-level training sessions, etc. Voilà, et là-dedans, eh bien, on va voir que INSERM, c'est un nom propre, workshop avec la majuscule, c'est un nom propre, which, je ne sais pas ce que veut dire cette abréviation, R, c'est un verbe qui est conjugué à la forme de base au pluriel, high, c'est un adjectif, etc., etc. Voilà, on cherche à mettre au point des outils qui font ça, donc qui donnent en contexte la bonne catégorie syntaxique de chaque mot. Voilà l'équivalent sur le français par un autre outil, en France celui-là. Ben, vous voyez que c'est toujours la même source. La phase 2 permettra de se faire familiariser aux techniques d'analyse. Donc en jaune, vous avez les déterminants, en bleu les noms, en rouge ce sont les adjectifs, et là il a interprété 2 en contexte comme un adjectif.
envers les verbes. Il y a quelques petites erreurs. Voilà. Par exemple, texte, en text mining, je ne connais pas le mot texte, en plus il y a une majuscule, texte sans E, hein, et il l'a considéré comme un adjectif, non comme un déterminant, parce que c'est devant un nom, et qu'en général, voilà, et bloops, non, en général, c'est un déterminant. L'étape suivante, c'est qu'on va chercher à avoir ce qu'on appelle des groupes minimaux, des syntagmes minimaux, en anglais des chunks. Et donc ça va regrouper par une analyse linguistique, en général. Par exemple, la phase 2, voilà, ça c'est un segment qui est un syntagme nominal minimal. Permettra, c'est le syntagme verbal, le noyau verbal. Bon là, c'est mal fait. Haute technique d'analyse, c'est un syntagme prépositionnel. Donc il doit être le complément de quelque chose, il doit se rattacher à quelque chose qui précède, etc. etc. Donc là, vous voyez, on a une méthode basée sur des principes qui permettent de créer des groupes de mots dans un texte. Le niveau suivant, c'est de faire une vraie analyse grammaticale et de lire, voilà, toujours notre exemple. Donc c'est des vrais résultats de programme, là aussi. Je n'ai pas dessiné à la main. Ça vient de l'analyseur de Stanford, donc il y a une démo en ligne. Donc on peut copier-coller du texte dedans et voir ce type de résultat. Et on va voir ici que, par exemple, le verbe voilà, operate, ici, a comme complément introduit par under le mot authority, qui lui-même est modifié par ministry, qui lui-même est modifié par French, etc. etc. Donc ça c'est ce qu'on appelle une analyse en dépendance. Chaque mot est lié à un autre mot par une relation linguistique de dépendance. Une relation qui est étiquetée, c'est-à-dire c'est pas juste un lien quelconque, qui est étiqueté et orienté. On a des modifieurs, des compléments, etc. Il y a un autre type d'analyse qui est en constituant, et là on va avoir un arbre avec la phrase, le syntagme nominal, le syntagme verbal, qui contient lui-même un verbe et un syntagme prépositionnel, etc. L'analyse en dépendance est souvent plus pratique pour une analyse sémantique derrière, mais pas uniquement, pas nécessairement. Alors, au niveau sémantique, je ne dirais pas beaucoup de choses là, parce que comme je disais tout à l'heure, on a plus de mal, et puis que j'ai trop de transparence sinon aussi. Donc au niveau sémantique, l'une des premières étapes, c'est de trouver des éléments sémantiques utiles pour la tâche qu'on se fixe derrière. Donc là, on commence à orienter autant au niveau grammatical, on essaie d'être très généraliste, en général, autant au niveau sémantique, on sait moins bien faire de façon générale. On se met couramment dans un domaine plus précis, avec une tâche précise, et à ce moment-là, on a des choses qu'on cherche à repérer. Par exemple, dans le domaine de l'analyse de la presse, on aime bien trouver les noms propres, les noms de personnes, les noms d'organisations, les noms les noms de lieux. Et ici, c'est ce qui est fait, les dates aussi, les quantités numériques. Donc là, c'est toujours le même analyseur de Stanford qui a repéré que French National Institute of Health and Medical Research, ça doit être le nom d'une organisation. Et que INSERM aussi doit être une organisation. Alors, je ne pense pas qu'il y ait un lexique avec French National Institute of Health, etc. Ça, c'est... Pardon, je pense que ça, c'est détecté dynamiquement, de la même façon, French Ministry of Health. Les méthodes pour arriver à ça sont les mêmes que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a les deux options. On peut mettre au point manuellement des grammaires qui vont expliquer ce que c'est qu'un nom de lieu, qu'un nom d'organisme. Et on va voir qu'il va y avoir, par exemple, des mots comme institut, ministère, etc., qui sont typiquement des têtes d'organismes. Et puis on va avoir le ministère de ci, le ministère de cela, l'entreprise de ceci, l'entreprise de cela. Ou bien, on apprend sur des corpus à noter. Donc on demande à quelqu'un de noter tous les noms d'organisation, tous les noms de lieux, etc. Et on va ensuite essayer de les apprendre automatiquement. Ouais, et avec toujours cette thématique de méthode, on va chercher des instances de concepts. Alors les entités qu'on vient de voir, les entités nommées, ça peut être vu comme ça, mais on peut faire ça aussi sur des signes, symptômes, diagnostics, comme je montrais dans les premiers transparents. On va essayer aussi de mettre ça en rapport avec des référentiels, des terminologies, des thésaurus, donc faire un codage finalement, projeter ce qu'on appelle, projeter ça dans un référentiel qui peut être une grande terminologie, une grande ontologie, quelque chose de plus formel. On cherche aussi alors là c'est une liste de tâches que je ne vais pas détailler plus, mais je les cite là. On cherche aussi à détecter ce qu'on peut appeler généralement des modalités. Donc le fait qu'on dise que quelque chose est affirmé, ou au contraire qu'on dise qu'il n'y a pas par exemple, pas de signe d'insuffisance cardiaque. L'étape précédente reconnaissait signe d'insuffisance cardiaque. Et donc on va dire, ah oui, ce patient, il a une insuffisance cardiaque. Et évidemment, il faut regarder s'il n'y a pas une négation de devant, ou bien suspicion d'insuffisance cardiaque, donc ça c'est une hypothèse.
ou quelque chose quelque chose un peu différent d'hypothèse, le terme ne me revient plus. Il y a des choses qui sont conditionnelles, par exemple, le patient a des douleurs au décubitus, donc il n'a pas des douleurs tout le temps, il a des douleurs dans certaines conditions. Voilà, tout ça, c'est ce qu'on peut chercher à détecter au niveau des modalités. Et ensuite, on cherche à des relations. Donc, si je reviens sur le transparent précédent, par exemple, si voilà, le fait que l'INSERM organise les workshops, les INSERM workshops. Donc le lien entre les deux serait intéressant sans doute, donc c'est qui organise quoi, ou bien dans les textes aujourd'hui encore, le président de la République est allé dans quel pays, ou bien dans les, si on revient tout à l'heure aux formes de patients, le médicament machin donne l'effet secondaire truc. Donc la relation effet secondaire, c'est quelque chose qui peut être très intéressant à détecter. Donc ça fait partie de ces relations sémantiques que l'on cherche à détecter dans le texte. Toujours de façon dirigée, c'est-à-dire qu'il y a peu de travaux, si j'en citerai à la fin, qui cherchent a priori à détecter n'importe quel type de relation sans a priori, parce que c'est très difficile. Et par contre, si on dit a priori ce qu'on cherche, à ce moment-là, on peut focaliser les méthodes et les programmes et leur traitement là-dessus. Rôle sémantique, c'est une notion plus générale, c'est en gros, étant donné un événement, un procès, quel est l'agent, quel est le patient, c'est-à-dire celui qui subit la chose, quel est l'instrument, etc. Détecteur d'événements, c'est... Tout à l'heure, je parlais simplement de relations ou bien de rôle sémantique. Un événement, c'est l'ensemble. Donc, c'est par exemple le fait qu'il y a eu un tremblement de terre à tel endroit qui a fait tant de victimes, qui a été causé par ceci, etc. etc. Détecteur de sentiments, d'opinions, ça c'est très à la mode en ce moment. Voilà, ça rappelle un petit peu les modalités là, mais c'est une autre dimension. Donc, déterminer qu'une phrase ou qu'un texte est plutôt à connotation positive ou négative, déterminer plus précisément qu'il y a de la joie, de la déception, de l'énervement, c'est encore d'autres dimensions qu'on peut chercher à détecter automatiquement là aussi dans des phrases, dans des textes. Par différents types de méthodes, et de nouveau, tout ce que j'ai présenté jusque-là peut y servir. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement du comptage de mots avec des lectures de polarité, mais on peut faire beaucoup mieux que ça en tenant compte des relations syntaxiques, en tenant compte de qui fait quoi. Le niveau suivant, donc, c'est de mettre en relation à une échelle plus large que des simples phrases, de mettre en relation dans un discours, dans un contexte, ce que l'on a pu faire jusque-là. Alors, j'ai noté plusieurs choses. Par exemple, les relations discursives, c'est expliquer qu'une partie du texte, enfin, déterminer qu'une partie du texte est une élaboration par rapport à ce qui précède, ou une explication par rapport à ce qui précède, ou contredit ce qui précède. Tout ça, voilà, c'est le type de relation qu'on peut avoir quand on regarde à un niveau plus macro, l'organisation d'un texte, l'organisation d'un discours. Les anaphores, les coréférences, donc ça c'est un phénomène courant, omniprésent dans les textes. Je reviens sur le texte de tout à l'heure. Voilà, on avait the French translation, le premier terme, que je ne reprononce pas, et puis derrière on avait insert. Voilà, ben ces deux termes, éventuellement, peuvent faire référence à d'autres choses qu'on va trouver dans le texte. Et par exemple, alors c'est lequel là? Ah, ça y est, j'y suis. Donc voilà, ici ce qu'on nous dit, c'est que, parce que les lignes se prolongent, donc ici on a une entité qui était l'Institut national de la santé, etc. Et puis on a une autre ici qui est, il y a une partie de la phrase qui est un institut scientifique et technologique qui opère sous l'autorité, etc. Donc tout ça a été repéré comme étant co-référent, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait le mot is ici, on nous dit l'Institut national ceci, cela, est un institut scientifique et technologique qui ceci, cela. Voilà. Donc ces deux choses, ces deux expressions décrivent le même objet, qui est l'INSERM. Voilà. Et si on ne fait pas ça, eh bien on va avoir d'un côté un objet qui est le French National Institute of Health, un autre objet qui sera INSERM, un autre objet qui sera un établissement scientifique et technologique, etc. Et on n'aura pas de lien. Là, on dit le premier et le troisième, c'est le même. Et puis un peu plus loin, on a quelque chose de plus facile, mais qui n'est pas toujours aussi facile, c'est qu'ici on a parlé d'INSERM, et puis là derrière, on reparle d'INSERM. Et donc on dit, voilà, c'est le même. Alors si on ne fait pas ça, eh bien on aura d'un côté un institut qui fait différentes choses, enfin, qui est par exemple un institut scientifique et technologique, et puis de l'autre côté, on aura quelque chose qui organise des événements qui s'appellent les ateliers INSERM, et ce sera deux choses séparées. On va éventuellement collecter des informations séparément, et le fait d'avoir trouvé ce lien de coréférence permet de mettre ces informations ensemble, et donc d'agréger ces informations.
Il y a encore d'autres choses. Par exemple, segmenter thématiquement un texte, c'est considérer qu'un texte parle de différentes choses, de différents sujets, et délimiter les paragraphes qui parlent de ces différents sujets. Donc, ça veut dire se rendre compte qu'on change de sujet à un moment, et éventuellement même derrière, une fois qu'on a délimité toutes les parties de texte qui parlent de sujets différents, prendre l'ensemble du texte, ou un ensemble de textes d'un corpus, et retrouver les sujets qui sont similaires, donc regrouper ces sujets. Donc faire derrière finalement du cluster de regroupement, pour trouver que le premier paragraphe du premier texte, par exemple, parle du même sujet que le troisième paragraphe du deuxième chapitre de ce texte, ou d'un autre texte d'un autre auteur. Voilà, le dernier point ici, implication textuelle. La tâche ici, c'est, on a deux énoncés, qui peuvent être juste une petite expression, ou une phrase, ou un paragraphe, ou un texte, et on cherche à déterminer si un énoncé implique l'autre. Pour dire autrement, si, étant donné l'un des énoncés, on pourrait en déduire le second. Ou si le second s'explique par le premier. Donc, alors, la relation a des définitions un peu variables, mais le principe général est celui-là. Et donc, c'est très très intéressant. Par exemple, si on cherche des réponses à des questions, si on cherche à corroborer quelque chose, voilà, ça marche, ça s'appuie beaucoup sur des mots communs, mais aussi sur des structures de phrases communes et sur des calculs de distance sémantique. Dans le palier pragmatique, il y a aussi la notion de dialogue et la notion de gestion de dialogue, donc gestion de tour de parole et qu'est-ce qu'on fait dans... Alors là, j'illustre par un projet sur lequel on travaille actuellement, dans lequel vous avez un avatar de patient. Et vous, utilisateur du système, vous êtes un étudiant en médecine, vous êtes en formation et vous devez interroger ce patient. Voilà, donc vous allez lui demander, avez-vous mal? Et le patient vous répond oui. Donc le patient, là, c'est S comme système et U comme utilisateur. Donc, ici, le oui, c'est effectivement généré par notre système. Si vous demandez ensuite à quel endroit, il faut que le système interprète ce à quel endroit dans le contexte de ce qui a été dit avant. Donc c'est vous avez mal à quel endroit. Donc ça c'est un phénomène d'ellipse. Et le système doit reconstituer ça pour pouvoir répondre j'ai des douleurs de poitrine à droite. De la même façon, quand on demande depuis quand, il faut encore dire c'est pour les douleurs de poitrine à droite, c'est depuis quand, et il va expliquer quand s'il a une information. Voilà, tout ça c'est des niveaux qui sont au niveau d'un discours entier. Alors là, on a plusieurs tours de parole, ou éventuellement plusieurs paragraphes, plusieurs phrases. S'ajoute à ça, alors c'est transverse par rapport à tout ce que j'ai dit, une dimension multilingue, dans laquelle on peut avoir des textes dans différentes langues et qu'on cherche à rapprocher. Il y a des questions de traduction automatique, vous connaissez tous l'usage des traducteurs automatiques. Et puis on peut ajouter à ça aussi le fait que la langue puisse être fournie dans différentes modalités, et si c'est du texte imprimé, on va essayer de mettre la reconnaissance de caractère. Si c'est de la parole, on va essayer d'avoir des transcriptions automatiques. Donc il y a tout un champ de traitement de la langue qui s'intéresse à ces choses-là. Il y a même d'autres langues, comme la langue des signes, qui passent par une autre modalité qui est très très compliquée à modéliser et à reconnaître automatiquement, ou à générer automatiquement. Alors, j'arrive à la fin de mon temps, donc il faut que je sois rapide sur ce qui reste. J'ai mis dans cette dernière section un pan de travaux qui sont plutôt de la découverte à partir de texte, donc ce qu'on pourrait appeler de la fouille de texte, même en anglais on pourrait utiliser le terme de text mining, et qui partent d'observations, alors de préférence pas juste des mots de base, donc on cherche à changer, alors l'expression hier c'est les cailloux qu'on va compter, ou sur lesquels on va s'appuyer pour trouver des nouvelles connaissances éventuellement. Donc on va s'appuyer sur les traitements que j'ai présentés jusque-là pour faire ressortir des choses des textes ou pour chercher des choses qu'on cherchait a priori. Par exemple, des termes, donc des séquences de plusieurs mots, des termes et leurs relations. Alors, ce que j'appelle ici découverte de termes de relations, ce qu'on appelle aussi l'extraction d'informations ouvertes, c'est le fait de chercher dans un texte, dans un corpus, dans des grandes collections de textes, toutes les choses dont on parle et toutes les actions ou relations qui existent entre ces choses dont on parle. Et ça de façon complètement ouverte, c'est-à-dire qu'on ne sait pas a priori ce qu'on va trouver. Ça s'appuie à la base sur une analyse syntaxique, où on va chercher tous les syntagmes nominaux, les verbes, et en gros on va découper toutes les phrases en le syntagme nominal avant le verbe, le verbe, enfin le noyau verbal, et puis le complément direct derrière le verbe. Et on va considérer que quand on a une séquence comme ça, qui typiquement va être sujet, verbe, complément, il y a une relation entre sujet et complément qui est étiquetée par l'expression qui est dénotée ici par le verbe.
Et derrière ça, les gens font du regroupement, donc du clustering de nouveau, sur tous les verbes, sur tous les sujets, sur tous les objets, pour essayer de faire ressortir des régularités. Voilà, ce que j'appelle ici découverte d'événements, c'est des choses qui ressemblent à ça aussi. On va cette fois-ci détecter des entités, alors les noms de personnes, les noms de lieux, les quantités, les médicaments, les signes, symptômes, les traitements, tout ça. Et puis les relations entre eux, pour autant qu'on arrive à les détecter. Et on va essayer de faire ressortir des agglomérats réguliers, les plus réguliers possibles, qui correspondent à des situations récurrentes qui font intervenir toutes ces parties. Donc de nouveau, c'est plus juste des sacs de mots, c'est des sortes de graphes articulés que l'on essaie de faire émerger de façon récurrente. Alors là, j'ai mis un transparent sur la découverte de termes. La tâche, c'est, vous avez un corpus que vous devez explorer, et puis vous voulez recenser la terminologie utilisée dedans, c'est-à-dire pas juste les mots simples, mais les mots composés aussi. Alors les exemples que j'ai là, je les ai pris d'un système qui s'appelle TTC Term Suite, qui est téléchargeable aussi, et qui va vous dire que dans votre corpus, vous avez des choses comme offshore locations ou energy of the wind, qui sont des termes recensés. J'ai même, je vois ici, des exemples, voilà. Ça c'est sur un corpus de phytopathologie. L'un de ces outils vous dit, voilà, dans ce corpus on trouve le terme os long, qu'on peut d'ailleurs rapprocher de os long de découverte anténatale, au long irrégulière, il y a une normalisation qui se fait, qui fait des choses bizarres quelquefois, au long trapu, etc., etc. Les méthodes employées, de nouveau, il y avait deux solutions, d'écrire des grammaires de ces termes, comme c'est fait ici dans cette méthode. On va dire qu'un nom précédé éventuellement d'un ou plusieurs adjectifs, c'est potentiellement un terme. Par exemple, offshore locations, donc un nom précédé d'un adjectif. Ou bien un nom suivi d'une préposition suivi éventuellement d'un déterminant suivi d'un nom, comme energy of the wind, ou bien energy of wind, c'est aussi potentiellement un terme. Par des approches comme celle-ci, on va chercher aussi à regrouper les variantes, comme je montrais dans le résultat tout à l'heure, pour voir que turbine structure, le turbine base structure, donc la turbine de base d'une structure, ou la structure d'une turbine de base plutôt, ou l'effet de rotation et l'effet rotationnel, tout ça peut être regroupé parce que ça décrit la même chose, parce que ça utilise les mêmes mots ou des variantes de ces mots dans des alternances qui sont recensées. Donc là, il y a des motifs de transformation qui ont été saisis par un spécialiste de ce type de choses. Pas un spécialiste du domaine, un spécialiste de l'analyse terminologique. Et puis, il y a aussi des approches statistiques qui éventuellement sont combinées à celles-ci. Et par exemple, derrière ça, derrière la détection de ces termes potentiels, ces candidats termes, on va avoir typiquement un score de spécificité. Ce qui va faire que la première partie va déterminer que offshore location, c'est un terme qui est cohérent, ça a un sens de regrouper ces mots entre eux d'un point de vue linguistique. Et puis que offshore locations, peut-être que dans le corpus où on est, c'est un terme qui est spécifique au corpus par rapport à un corpus général, par exemple, qui a une fréquence plus importante que ce à quoi on aurait pu s'attendre dans ce corpus. Voilà, et les deux servent ensuite à ordonner les termes, éventuellement les filtrer sur un seuil de spécificité, pour faire ressortir une proposition de candidat terme dans le domaine. Voilà un écran de cet outil. Alors quelque chose de très intéressant qui se fait aussi sur les séquences de mots cette fois-ci. Donc là on va prendre en compte l'ordre dans lequel les mots apparaissent, et puis c'est tout. On calcule les probabilités de séquences de mots, la probabilité qu'un mot soit vu dans le contexte d'un mot précédent ou de deux mots précédents. Et ça, on l'estime très facilement, bien sûr, sur un gros corpus, où on va compter simplement les séquences de mots. Et ça sert ensuite à mettre en place un modèle probabiliste qui permet d'estimer la vraisemblance d'une nouvelle séquence de mots. Par exemple, la vraisemblance d'une phrase ou la vraisemblance d'un texte, étant donné le modèle de langue qu'on a construit à partir du corpus initial. Donc en gros, ça nous dit quelle est la vraisemblance que cette phrase ou cet énoncé ait été généré par le même modèle qui a généré le corpus initial. Et c'est utilisé dans énormément d'applications en traitement automatique des langues. Par exemple, la transcription de paroles, la traduction automatique, la détection de langue, encore d'autres choses comme ça. La correction orthographique. Et puis ce qu'on peut faire aussi, c'est regarder les mots qui sont proches souvent. Alors l'intuition, c'est, voilà, je vous ai mis des phrases ici, si je vous dis j'ai mangé une pomme, j'ai mangé une banane, j'ai mangé autre chose comme ça, et puis je peux en dire beaucoup comme ça. Et puis vous allez trouver aussi une pomme verte, une banane verte, puis vous allez trouver une pomme pourrie, une banane pourrie. Et ensuite, si je vous dis, voilà, j'ai mangé
Je vous donne un mot, schtroumpf. J'ai mangé une schtroumpf, c'était une schtroumpf verte, une schtroumpf pourrie. Vous allez, ah, ce schtroumpf, il ressemble vraiment à... Il utilise dans les mêmes contextes que pomme, que banane, que c'est probablement quelque chose qui se mange, et c'est probablement un fruit. Voilà, et ça, vous pouvez le dire simplement parce que vous avez déjà entendu beaucoup d'expressions dans lesquelles ces mots sont employés, les mots que vous connaissez sont employés, et vous voyez que ce mot nouveau est employé dans les mêmes contextes, donc il est employé de la même façon. Ça, c'est la méthode de base des linguistes de terrain pour qu'ils vont étudier une langue inconnue, et qui voient que deux mots sont envoyés dans le même contexte, ils disent, ah, c'est des mots de la même famille, qui ont sans doute un sens proche, et à la limite, deux mots qui sont employés peuvent être employés de façon interchangeable dans n'importe quel contexte, c'est des synonymes. Donc ce qu'on fait, c'est on fait l'inverse, on va détricoter les corpus, on va représenter les mots par les vecteurs qui représentent la distribution de leur usage. Alors qu'est-ce que ça permet de faire derrière? Ça permet... non, je saute ça. Donc on va regarder les mots proches d'un mot, ou bien les mots qui sont reliés syntaxiquement à un autre mot, donc ça va nous donner des mots associés. Alors on peut compter les co-occurrences, mais on peut même calculer des forces d'association qui sont un petit peu plus révélatrices, par différentes méthodes, différentes mesures. Ensuite, ça nous donne des vecteurs avec des nombres dedans. Donc pour chaque mot, j'ai par exemple le nombre de fois qu'il a été vu avec chacun des autres mots du corpus, ou bien sa force d'association avec chacun des autres mots du corpus. Et on peut calculer comme ça des similarités et des distances par différentes méthodes. C'est comme ça que le transparent précédent illustre ça, avec une méthode qui n'est pas exactement celle-ci, mais une méthode proche. Là, j'ai pris le corpus de tous les articles libres de PubMed Central, les articles dans le domaine biomédical, dont on peut récupérer le texte, et j'ai fait tourner un de ces algorithmes dessus, et ensuite je donne le mot ulna, donc qui est le nouveau mot pour cubitus, si je ne me trompe pas, et je lui demande les mots dont les vecteurs sont un cosinus proche, un cosinus petit. Grande similarité. Et ça nous donne la liste qui est là. Et vous remarquez évidemment que c'est essentiellement des noms d'eau, d'autres os, ou bien des parties d'os, comme ici, le chat. Et alors là, il n'y a aucune connaissance. C'est du texte brut. La seule connaissance, c'est où est-ce que je découpe en mots. Voilà, c'est uniquement, alors là, c'est effectivement, on fait émerger sans a priori. La seule décision, enfin si, les deux grandes décisions, c'est qu'est-ce que je mets dans le corpus et comment je découpe en mots. Je donne Saclay. Je n'ai pas réussi à relancer tout à l'heure pour essayer Bordeaux, mais voilà, c'est le même genre. J'ai donné Saclay, je trouve Gic sur Yvette, Orsay, Fontaine-Rose, etc. Et vous remarquerez que non seulement c'est des villes, mais en plus c'est des villes proches de Saclay. Alors qu'est-ce qui permet de faire ça? Je vous rappelle que le corpus, c'est des articles dans le domaine biomédical. Et bien dans les articles, il y a aussi les auteurs et leurs affiliations. Et souvent, même il y a un code postal. Alors déjà, vous allez avoir un ordre relativement régulier pour l'adresse avec la ville. Et puis, en plus, s'il y a le code postal, ben voilà, si vous avez 91, vous allez avoir un certain nombre de... Vous voyez d'ailleurs que le mot CEDEX, c'est un mot fortement associé, et puis c'est pas un nom de ville. Voilà, il y a d'autres exemples comme ça. C'est bluffant souvent, mais il y a aussi beaucoup de bruit. Voilà, et ça sort de ce type de méthode. Il y a d'autres méthodes qui ont le même objectif, donc de créer des classes de mots. Alors, ce que je décrivais juste avant, c'est que je suis allé jusqu'au niveau de créer des vecteurs, et ensuite on compare les vecteurs, on regarde les mots les plus proches à travers leurs vecteurs, mais on peut aussi faire du regroupement, du clustering par les différentes méthodes existantes. Et à ce moment-là, ça nous donne des groupes qui sont plus juste un axe avec une distance, mais quelque chose qui a un autre intérêt aussi. Pour créer ces classes, on a d'autres méthodes dont une se fonde sur des modèles de langue. On essaie d'optimiser les classes pour que les séquences de classes observant le corpus soient les plus vraisemblables, les plus régulières possibles aussi. Voilà, c'est une méthode assez maligne, mais qui permet aussi de créer automatiquement des classes de mots. Et puis, la méthode la plus à la mode actuellement, c'est celle dont je vous ai montré une application, c'est de passer par, là aussi, une optimisation d'une représentation vectorielle aussi, la représentation qu'on aimerait obtenir, et on l'optimise pour qu'une tâche de classification qui cherche à déterminer quel est le mot suivant en fonction des mots précédents, marche le mieux possible. Ou d'ailleurs la tâche inverse marche aussi pour optimiser ça, c'est quels sont les mots autour d'un mot donné. Étant donné un mot donné, prédire le mieux possible les mots avant et les mots après. Et donc il y a une méthode à base de réseau de neurones qui cherche à optimiser la représentation vectorielle de chaque mot pour que cette tâche fonctionne le mieux possible sur un grand corpus.
Et le résultat, c'est que les mots qui sont employés dans le même contexte vont avoir des représentations similaires, du fait de la tâche dans laquelle on emploie cette représentation. Voilà, alors il y a d'autres types de calculs qui sont faits, en particulier je parlais tout à l'heure d'alignement, enfin de multilingue, et dans les corpus multilingues, donc typiquement ce sont les corpus dans lesquels on a des textes et leur traduction lui-même, on cherche à aligner les phrases. Donc ça c'est des textes littéraires d'ailleurs. Aurez-vous pitié d'un homme affamé, etc., etc. Et là on se rend compte que quand on le découpe en phrases, on va avoir une première phrase qui correspond à la première, la deuxième qui correspond aux deux suivantes, et la troisième qui correspond à la quatrième. Et donc, faire cet appariement demande de savoir comparer les phrases entre elles, voir celles qui se ressemblent le plus. Et au niveau des mots d'une phrase, quand on a deux phrases parallèles, deux phrases qui se traduisent l'une de l'autre, on cherche aussi à faire l'alignement, on va voir quels mots se correspondent. Voilà, ça c'est une phrase tirée d'un article en anglais, et dans un résumé qui avait une traduction en français. Et ce type de méthode, se généralise à d'autres contextes dans lesquels on n'a pas deux langues, mais deux choses qu'on cherche à comparer. C'est très intéressant de façon générale. En multilingue, ce type de méthode est la base des méthodes de traduction automatique statistique. C'est ça qui alimente ensuite les modèles de traduction qui sont dans les systèmes de traduction automatique. Voilà, et puis dernier point, et j'arrête après ça, ce qu'on peut faire aussi quand on a des mots, et puis éventuellement d'autres choses, d'autres cailloux que les mots, c'est créer les matrices mots documents, et ça vous connaissez bien, c'est ce dont on a parlé beaucoup jusqu'ici. Et puis à la place des mots, alors d'abord à la place des mots on peut mettre d'autres choses, et puis donc des expressions, des termes qu'on a trouvés en corpus, des phrases entières. Et puis les documents, ça peut être effectivement des textes, mais ça peut être aussi des choses plus petites, comme des paragraphes, des phrases. Et finalement, ce que je vous ai présenté il y a un instant, c'est des exemples dans lesquels les documents sont juste, par exemple, le mot à gauche, le mot à droite. Et ça donne d'autres types de matrices croisées. Et puis plus large qu'un texte, ça peut être carrément une collection entière, un corpus entier qui fait partie d'un genre particulier, d'un type de discours particulier. On peut avoir plusieurs corpus de plusieurs genres, plusieurs types de discours. Par exemple, des corpus de textes écrits par des spécialistes pour des spécialistes, ou au contraire par du grand public pour du grand public. Et on va pouvoir comparer l'usage des mots dans ces corpus. Donc ça donne un autre type de matrice qui sera mot, genre. Voilà, puis une fois qu'on a ces matrices, on peut les transformer, on peut appliquer différentes méthodes. Voilà, donc j'arrête là-dessus. Je vous remercie.